Amenez-la à l'arrière. Alexandre Allard vient d'être blessé. Toute cette agitation a lieu en face de l'agent Burrell, mais il n'aurait rien vu. Et toujours sans savoir s'il atteint sa cible, il tire à nouveau. Attention! Jamais le doute que son arme soit mal ajustée ne l'effleure. Probablement que j'ai pas eu le temps de me poser la question. Là. Comme je vous dis, là, ça n'a pas arrêté. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, wow, c'est-tu moi? Est-ce que c'est parce que je tremble? Tu sais, le problème, c'est-tu l'arme? C'est-tu moi? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé ça? Non, Monsieur le Président. L'agent Burrell doit normalement attendre l'autorisation d'utiliser son arme. Ce soir-là, l'ordre a été donné à 19 h. Le policier admet avoir pris l'initiative de tirer avant. L'ex-policier Dennis Clapp est favorable aux armes d'impact, mais s'étonne qu'on les utilise avec autant d'insouciance. Risquer de blesser quelqu'un pour éliminer un manifestant qui s'en vient de lancer quelque chose, moi je pense que ça vaut pas le jeu. Ça vaut pas le jeu parce que tu veux pas justement blesser des innocents. Et d'autres blessés, il y en aura avant l'autorisation d'utiliser les armes d'impact. Les policiers qui ont tiré une balle en cœur de chou et il y a quelqu'un de blessé. Il y a une femme ici qui est couchée par terre, qui a été atteinte par un projectile à la bouche. L'étudiante Dominique Laliberté-Martineau reçoit un projectile en plein visage. Un bâton cinétique est trouvé à ses côtés. Elle souffre d'une double fracture de la mâchoire. Elle s'était pourtant mise à l'écart, comme Magali Paquin. Moi, je me suis éloignée parce qu'il y avait évidemment beaucoup de gaz lacrymogène et je suis allée à contre-vent pour me mettre à l'abri. Elle en profite pour envoyer un statut Facebook. Notez l'heure, 18h54. C'est à ce moment qu'elle est frappée au bras par un projectile. Et là, il y a un monsieur, en fait, qui approche et qui me tend un objet vert qui s'est avéré être un bâton cinétique. Il me dit, c'est ça qui vous a frappé, madame. Je l'ai vu, c'est ce qui vous a frappé. Vous souvenez-vous d'avoir tiré avant qu'ils vous disent, go, vas-y? C'est possible. C'est possible. Dans mes souvenirs, je me souviens pas, monsieur. S'il y a un danger pour ma vie ou la vie d'un de mes confrères, je peux utiliser mon arme à feu. Pour moi, là, j'ai pas attendu là, qu'on vienne me taper sur l'épaule puis me dire, ben là, les roches commencent à être dangereuses. Tirer sans autorisation est exceptionnel. Il y a beaucoup d'adrénaline, de stress là-dedans. Il y a de la peur, de la colère. C'est un cocktail explosif là, quand tu mélanges tout ça ensemble. Là. Fait que celui qui est en arrière, lui, il faut qu'il soit au courant de ça. Il faut qu'il soit conscient de ça. Celui qui est en arrière, c'est son chef de peloton. Denis Burrell avait l'obligation de la viser à chacun de ses tirs, mais il ne l'a pas fait. J'étais pas mal plus occupé là, à essayer de protéger là, les membres de mon peloton. 4 de ses supérieurs ont témoigné. Aucun n'aurait eu connaissance que l'agent Burrell a tiré 10 fois. Can you get an ambulance? Tell the ambulance to come now. Des gens essaient d'alerter l'anti-émeute au fait qu'une personne est grièvement blessée. I swear to you, he's dying right there. Appelez le 911, répondent les policiers. L'un d'eux, dans sa déposition au commissaire à la déontologie, dit qu'on ne savait pas si c'était vrai. Pourtant, c'est vrai. La vie d'Alexandre Allard est menacée. Fracture du crâne, double commotion cérébrale. Son état exige une évacuation immédiate. L'ambulance arrive. Un corridor s'ouvre autour du blessé. Mais les policiers chargent à nouveau. La police expliquera qu'elle tentait d'accéder aux blessés. La manœuvre force l'équipe de premiers soins à prendre un grand risque. On est obligé de déplacer à nouveau Alexandre. On l'a déplacé 3 fois de mémoire. Alors que c'est inconcevable du point de vue du soignant de déplacer ce type de patient-là. Et l'ambulance repart sans le patient. Parce qu'ils ont comme pointé vers nous autres, mais quand il a fallu qu'on rembarque dans le truc. Il faudra une vingtaine de minutes avant qu'Alexandre Allard ne soit pris en charge. Il y a eu des convulsions pendant 4 à 5 minutes. Lui aussi recevra la visite des policiers à l'hôpital. Ils m'ont demandé des questions. Ils m'ont un peu suggéré des réponses. Est-ce que vous étiez habillé en noir? Est-ce que vous étiez...
qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous lanciez des projectiles? C'est un peu tendancieux. Les policiers rédigent sa déclaration pour lui alors qu'il est fortement médicamenté. Là, j'étais pas capable de la lire parce que, ça, à cause de ma condition. Donc, ils l'ont lu pour moi. Puis, je pense que c'est moi qui ai signé quand même. Là. Je comprenais pas l'importance que ce document-là ou que cette déclaration allait avoir. Il considère que cette déclaration confuse a été utilisée par les autorités pour remettre en question sa version des faits. C'est vraiment frustrant de voir les policiers puis me faire passer comme si c'était moi, en fait, qui avait causé ma situation. Comme si, dès le départ, il n'y avait aucune chance que ce soit les policiers qui aient fait une erreur. Là. Erreur ou négligence, les agissements de l'agent Burrell soulèvent bien d'autres questions. Il a témoigné ne pas se fier à sa mire, contrairement à ce qu'on lui a enseigné. Il ignore à quelle distance son arme est zérotée. Et surtout, ses rapports de tir, plusieurs fois modifiés, sèment la confusion. Plusieurs détails sont contradictoires, dont l'heure de son premier tir. Je peux pas me fier sur mes rapports. Pour moi, là, ils sont pas fiables. Malgré l'incohérence de ces rapports, ces tirs ont tous été déclarés conformes aux règles. Et chacun d'entre eux a été approuvé par toute sa hiérarchie. La Sûreté du Québec n'a pas voulu commenter. In the city of Ferguson, they are firing rubber bullets. Les armes intermédiaires font partie d'un arsenal militaire, de plus en plus utilisé par les policiers, mais fortement remis en question partout dans le monde. En plein cœur de New York se trouve le siège de Physicians for Human Rights. C'est une équipe internationale de médecins qui recense les blessures subies par des manifestants lorsque la police a recours aux armes intermédiaires. Ils ont la position que si on utilise ces armes, on peut éviter les blessures graves ou les morts. Et en fait, c'est pas vrai. La meilleure arme des policiers est le dialogue, estime le Dr Venters. L'expérience montre que les armes semi-létales ont des effets pervers. Ces armes, même avec les manifestants qui ne sont pas pacifiques, on voit qu'ils sont souvent utilisés dans une manière qui dirige toute la manifestation dans une direction, un sens pire. Et le résultat, c'est que les gens qui sont blessés, les gens qui meurent, sont souvent les gens qui étaient en train de manifester pacifiquement. L'absence d'une véritable enquête sur les blessés de Victoriaville et le refus de la police d'admettre toute responsabilité sont typiques, dit-il. Parce qu'on les appelle semi-létales ou moins mortelles, ils ne nécessitent pas le type de formation, de règles, de revue après les incidents pour voir comment on a utilisé ces armes. Les troubles de Victoriaville, Conrad Harvey les a suivis de loin. Au cœur de son Charlevoix natal, l'ancien fonctionnaire et marin à ses heures s'est senti interpellé. Son jeune fils Mathieu a failli mourir lui aussi d'une balle de plastique tirée par un policier en 2001. Que les policiers focusent sur la défense du territoire et repoussent les citoyens et laissent par terre des innocents blessés, ça mène à réflexion. Après 17 ans, la famille accepte enfin de révéler son histoire.